Évaluation commerciale. Bienvenue sur CHIA en balado, le podcast qui dévoile les secrets de l'immobilier commercial et de l'investissement immobilier. Rejoignez CHIA, votre allié en immobilier, alors qu'elle explore des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies révolutionnaires avec des leaders de l'industrie. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir. Pourquoi est-ce que j'ai dit c'est le premier évaluateur à créer qui va intervenir dans nos balados? Parce que, en fin de compte, les évaluateurs à créer, c'est tout comme les avocats, tout comme les courtiers, on a nos spécialisations, n'est-ce pas? Pour différents types d'actifs. Moi, c'est l'évaluation des immeubles commerciaux. Parce que chez Capria, nous, on divise vraiment par type d'immeuble. Donc, c'est pas par type de financement. Des fois, les gens se trompent. Là. Il y a des financements commerciaux qui est aussi pour les gros multilogements. Oui. Capria en fait, mais c'est pas dans mon équipe. Mon équipe traite vraiment commercial, semi-commercial, industriel, résidence de personnes âgées, hôtel, motel, camping. Ouais. Tout ce qu'il y a une entreprise qui opère. Là. Ce sont les immeubles à revenus à multiples unités. Il y a évidemment l'hôtellerie, résidence pour personnes âgées, on dit RPA. Senior living, il y a les résidences étudiantes, il y a des campings, effectivement. Justement, en début d'année, j'ai un investisseur international qui m'a contacté. Il dit, nous sommes prêts à acheter tout ce qui est 500 campings et plus. Alors, le camping, c'est une solution parce que il y a souvent déjà les branchements avec service, etc. J'ai déjà vu un projet qui avait c'était comme des mini-maisons en fait dans un camping. Là, donc, au lieu d'être des gens qui arrivent avec leur roulotte, là, c'était des maisons louées qui étaient sur tous les terrains, là, dans une des phases du camping. Là. Sans prendre tout le monde comme des experts en évaluation à créer comme tu l'es, de nous parler des trois méthodes de comparaison, de revenus et d'expliquer comment est-ce qu'au niveau de financement et de refinancement, qu'est-ce que les banquiers regardent? Donc, en premier, ce qu'on utilise toujours comme méthode, c'est la méthode du coût déprécié. Dans la méthode du coût déprécié, il y a la valeur du terrain. Ça, c'est super important. C'est une évaluation en soi, en fait, là, la valeur du terrain. Donc, ça, on va toujours faire l'évaluation du terrain par la méthode de comparaison. Donc, des ventes de terrain de superficie similaires, bien sûr dans la même ville idéalement que le sujet qu'on évalue, avec le même zonage. Ça, c'est un. Après ça, il y a le coût à neuf. Donc, on fait le coût de reconstruction à neuf de la bâtisse avec notre guide de coût, le Marshall & Swift, et on déprécie en fonction de l'âge apparent de la bâtisse. Donc, terrain plus coût déprécié de la bâtisse nous donne la première valeur qui est la valeur avec la méthode du coût. Sinon, comparaison, dépendamment de ce qu'on évalue, on va aller chercher des immeubles, des ventes d'immeubles récents avec les mêmes caractéristiques que notre sujet. Donc, l'année de construction, la superficie, si c'est dans le multilogement, ça va être le nombre de logements. Si c'est dans le commercial, le nombre de locataires, superficie. L'emplacement est toujours important, là, bien sûr. Puis dans des immeubles plus spécifiques, là, on va pouvoir aller chercher dans un périmètre géographique un peu plus grand, là, par exemple des campings. On ne peut pas évaluer un camping en regardant juste dans la même ville. On va aller souvent dans la région ou même changer de région. Donc, on trouve des ventes et on les ajuste en fonction de notre sujet. Ça, les ajustements, c'est par exemple, si la bâtisse, c'est une construction neuve, mais qu'on va prendre un comparable 1950, là, je donne un exemple très explicite, on va venir ajuster notre comparable qui est en 1950, on va ajuster en surplus pour l'amener comme une construction neuve. Et là, il y a d'autres ajustements, hauteur libre, comme j'ai dit, il peut y avoir des ajustements au niveau du revenu aussi, il peut y avoir des ajustements de hauteur libre quand on parle de bâtiment industriel, de pourcentage d'aménagement de bureaux. Donc, on ramène tout au sujet, puis ça nous donne notre deuxième valeur. Après ça, il y a deux façons de le faire. On peut évaluer la valeur résiduelle de la bâtisse. Donc, on va enlever le terrain de chaque vente comparable. Il va nous rester la valeur de la bâtisse toute seule. Puis, avec le taux au pied carré qu'on va choisir en fonction de notre expérience, en fonction de nos ajustements, on va ajouter la valeur du terrain de notre sujet. Donc là, ça va donner la valeur. Sinon, il y a le taux global aussi. Le taux global, c'est le prix de vente divisé par la superficie de la bâtisse. Ça donne le taux global. Si toutes nos ventes sont dans le même secteur, si on a des caractéristiques très similaires, ajustés plus facilement, le taux global va être très bon. Mais quand on a des comparables dans des villes différentes, le taux global, il ne fonctionne pas parce que les valeurs de terrain sont souvent très différentes. Deuxième méthode de comparaison, on fait une conclusion. Troisième méthode, valeur au revenu, valeur économique qu'on appelle aussi. Ça va être, en fait, je vais y aller quand même assez simple. Donc, on va prendre les revenus bruts.
Des fois, on va faire des normalisations là, dans les loyers. Si, par exemple, il y a un local vacant, on va y attribuer un loyer. Ensuite, quand on a comme le revenu brut de la bâtisse, on va enlever la vacance. Ça donne le revenu brut effectif. Ça, il ne faut pas oublier d'enlever de la vacance. Comme on parlait des banquiers tantôt, il y a des clients des fois qui vont ils vont pas mettre de taux de vacances dans leur analyse, ils vont pas mettre d'entretien et réparation, ils vont pas mettre de taux de gestion, de réserve structurale. Là, c'est sûr qu'ils ont un revenu net élevé. Donc là, c'est là qu'on diffère des fois. C'est là qu'on va parler à nos clients, puis on va avoir des différends des fois dans le revenu net. Revenu brut effectif. Ensuite de ça, on enlève toutes les dépenses, frais d'administration, frais de réserve structurale, ça nous donne un revenu net. Et au revenu net, là, on va appliquer le fameux cap rate, le taux global d'actualisation. Ça aussi, il y a des études, par exemple CBRE, Colliers, JLL, pour les taux qu'on peut appliquer. Mais on a aussi notre base de données interne. Donc, pour trouver le bon TGA à appliquer, on va aller voir les transactions qu'on a le revenu net et le prix de vente. Donc, revenu net divisé par le prix de vente, ça va nous donner le taux global d'actualisation. Et là, quand on a plusieurs ventes avec un taux global d'actualisation, ça nous permet de voir c'est quoi finalement, puis d'appliquer le bon taux à notre sujet. Ça nous donne la troisième valeur. Donc, et là, quand on fait notre réconciliation, on peut, en fonction de notre opinion, décider de quelle valeur on va attribuer à la bâtisse. Puis là, tu demandais comment les banques regardent ça. C'est sûr que les directeurs de comptes commerciaux, les spécialistes hypothécaires dans les institutions financières, ils vont regarder principalement la méthode du valeur de revenu. Même exclusivement. Parce qu'eux aussi, ils font leur calcul de l'autre côté avec les documents que le client a envoyés ou que le courtier hypothécaire a envoyés. Et ils vont arriver avec une valeur et un montant qu'ils peuvent prêter. Donc, ils regardent exclusivement ça. Donc, c'est le fun d'avoir notre opinion aussi, je pense, pour les banques, pour dire on a fait notre méthode du coût, on a fait notre méthode de comparaison et ça nous donne une conclusion vraiment différente. Ça nous permet des fois de dire ou de mettre le doigt sur il y a une différence entre deux méthodes. Pourquoi? Est-ce que des fois, ça va nous dire que les loyers sont peut-être trop hauts, donc on va aller pousser un peu plus loin dans notre recherche de baux comparables, d'ententes locatives comparables. Est-ce que notre valeur de terrain est correcte? Ça nous permet d'avoir une vision globale sur la valeur, tandis que quand on regarde juste la méthode du revenu seulement, on peut oublier des choses. Et les coûts d'opération, ça varie aussi. Ça peut être juste du fait que quand on regarde le revenu généré par la bâtisse, une petite bâtisse sur un énorme terrain, il y a d'autres possibilités à faire. On peut agrandir la bâtisse, on peut vendre un bout de terrain. Donc là, c'est certain que quand on regarde juste la valeur économique, la valeur est beaucoup plus basse qu'elle devrait être, la valeur marchande de la propriété, en prenant en considération tout le terrain. Et, une fois, j'ai transigé dans un projet, c'est intéressant parce que bien que l'immeuble, c'est un hôtel en fait de bord de l'eau, mais derrière l'hôtel, il y a encore un immense bout de terrain. Aussi, il y a loué une partie agricole à quelqu'un pour la coupe de du bois. Il y a aussi loué une partie, l'autre partie du terrain pour en fait un parc mobile. Il y a même des revenus supplémentaires sur le marina. C'est bien pensé. C'est multiple revenus. Exact. Donc là, il y a un revenu même sur le terrain excédentaire aussi qui n'était pas utilisé nécessairement par l'hôtel. Donc ça, c'est la bonne façon de faire. Les banques aiment ça aussi quand il y a un revenu qui vient, par exemple, de location de stationnement, de location de terrain. Parce que juste du terrain, ils n'aiment pas ça, financer ça normalement. Ça dépend quel fonds. Exact. Faut savoir regarder. Moi, je pense plus à mes immeubles commerciaux qui ont du terrain excédentaire. La valeur municipale. La valeur au rôle, merci. Donc, il n'est pas égal à la valeur marchande, n'est-ce pas? Tandis qu'un courtier immobilier et un évaluateur agréé, nous travaillons en fait tous les deux dans l'évaluation marchande, parce que c'est là où est-ce que la propriété va avoir un transfert de propriété. Souvent, les clients un peu moins expérimentés, ils vont dire, OK, est-ce que je me fie à la valeur au rôle? Ça dépend. Comparer, effectivement. Est-ce que la valeur rose, c'est la valeur marchande? Alors, oui, c'est ça. Alors, quelle est ta réponse là-dessus? Là-dessus, en fait, ça arrive des fois que la valeur marchande est similaire à la valeur au rôle, mais c'est quand même assez rare parce que la meilleure méthode, selon moi, en fait,
la grande majorité des cas, c'est la méthode de comparaison avec des ventes. On veut vraiment voir combien ça se vend sur le marché des immeubles comparables. Ça nous donne vraiment la vraie valeur. Et il ne faut pas oublier aussi que la valeur au rôle, la date de marché est toujours dans le passé, en fait, exactement. C'est un 3 ans, parce qu'ils font l'évaluation municipale aux 3 ans. Exact. Et donc, quand on est à la première année du rôle, ben, on est déjà 1 an et demi en arrière. Ouais, donc, c'est déjà, c'était la valeur marchande en fonction des techniques d'évaluation municipale qui sont très, très similaires. En fait, c'est la même chose, mais on est toujours dans le passé. Donc, pour avoir une valeur actuelle, ça dit, on demande un rapport d'évaluation de valeur actuelle, on fait affaire avec un courtier immobilier. Vous voyez les ventes passer tout le temps, donc vous connaissez la valeur aussi. Oui. Dans le fond, les courtiers, nous, on est toujours sur la route et puis on transacte avec autant de propriétaires et investisseurs. Donc, on a vraiment, je dirais, développé une intuition. Genre, souvent, devant un immeuble, sans même consulter l'historique ou sans entrer dans tous les détails de vérifier tout, j'ai déjà une idée assez bonne de la valeur marchande approximative. Quand on connaît un secteur, les valeurs de terrain, les valeurs de bâtisse, on a toujours une petite base de données dans notre tête, en fait, là, où est-ce qu'on travaille dans tel secteur. Donc, assurément, là, je te comprends la même chose pour nous aussi. Là. C'est ça devient un réflexe plutôt, n'est-ce pas? Grâce à l'expérience. Oui. Absolument, absolument. Ben justement, c'est très intéressant parce que récemment, j'ai un dossier pour un client acheteur. Et puis là, ils m'ont demandé, bon, cet immeuble n'est pas comme les autres, donc d'après toi, combien ça vaut, combien qu'on doit mettre dans la promesse d'achat. Donc, moi, j'ai dit, ben si c'est tel prix qu'on va proposer, vous faites un bon deal, mais vous pouvez aller jusqu'à tel prix parce que ce montant-là, ça serait tout de même la valeur marchande. Okay? Et finalement, on a eu l'agrément de travailler avec ton bureau justement pour faire le rapport d'évaluation. Puis le montant qui est sorti, c'est exactement comme l'offre. OK, wow. Oui, à cent près. OK, wow, ça c'est génial, c'est excellent. Ouais. Normalement, en fait, ça arrive une fois de temps en temps que ça fait ça. Quand le travail est bien fait, des deux cas du côté du courtier immobilier puis de l'évaluateur, ça va arriver similaire. Ça arrive, parce qu'on regarde les mêmes transactions, on fait sensiblement les mêmes ajustements. C'est juste que nous, on le présente dans un rapport d'évaluation. C'est juste ça la différence, mais souvent, on arrive pile dessus. Puis ça, c'est le fun quand même parce que souvent, on ne connaît pas le prix d'achat. On fait notre travail, on travaille dur. Puis là, on appelle notre client, on veut gérer ses attentes. On appelle le client, bon, avant de rédiger le rapport, juste dire, je suis à telle valeur, est-ce que, là, on fait une pause, est-ce que c'était à ça que vous attendiez? Exactement ça, ou bien c'est exactement ça qu'il y a sur mon offre d'achat. C'est bien. C'est excellent, c'est ça. On a au moins deux, le client qui est prêt à payer un tel prix, puis l'évaluateur qui arrive à peu près au même prix. C'est une bonne situation. C'est ça. Et le pompier va être prêt à financer un tel montant sur ce prix-là. Exactement. C'est merveilleux, tout le monde est content. Est-ce que tu peux aussi nous partager peut-être ton expérience sur l'évaluation des immeubles semi-commerciaux? Lorsqu'on parle d'une tour à bureau, moi, ce que je regarde, c'est l'emplacement. Évidemment, toujours c'est localisation. Ensuite, est-ce que c'est AA, c'est B, C, etc. C'est quoi la classe d'actifs? Et après ça, je vais calculer la superficie fois le prix actuel sur le marché. Puis j'ai une bonne idée sur la valeur marchande. Mais cependant, pour un immeuble qui est à usage mixte, un immeuble semi-commercial, par exemple 2 unités commerciales au rez-de-chaussée, ensuite quelques logements en haut, souvent les loyers ne sont pas très élevés, les loyers résidentiels, peut-être une unité commerciale vacante ou les 2 loués, mais avec les baux différents. Comment vous faites le travail d'évaluer ce type d'actifs? On fait la même chose que les autres immeubles, sauf qu'effectivement, la particularité, c'est que la proportion commerciale et la proportion résidentielle n'est pas toujours pareille. Puis, nous, c'est sûr, on veut prendre les ventes les plus récentes. Par exemple, il y a des rues, Saint-Denis, il y a beaucoup de semi-commerciales, Saint-Laurent, il y a beaucoup de semi-commerciales. Ça va quand même assez bien, mais il ne faut quand même pas dire ça, puis juste prendre des ventes d'immeubles semi-commerciales, parce que le prorata commercial résidentiel peut faire quand même une différence, parce que justement,
plus qu'on a de résidentiel, généralement, le cap rate il va être un peu plus bas dans l'ensemble. Oui. Fait que nous, ce qu'on fait dans la méthode du revenu, c'est qu'on va diviser la partie résidentielle de la partie commerciale. On va faire le revenu avec les dépenses commerciales, le revenu avec les dépenses résidentielles. Les deux, on va leur appliquer un taux de capitalisation, un TGA, et on va additionner les deux valeurs. Et là, on va faire comme si c'était... c'est pas une vente, mais on va additionner les deux valeurs, ça va nous donner la valeur totale de la propriété. Et on peut regarder le TGA composé que ça donne en faisant le revenu net divisé par la valeur à laquelle on arrive. Donc là, ça nous donne le TGA composé pour notre sujet. Après ça, l'idéal, c'est de trouver par exemple, on va avoir des immeubles avec 20 ou 30% commercial, mais c'est d'avoir des ventes à 20 ou 30% commercial aussi. Là, on est sur le même pied d'égalité. Après ça, je parlais de revenus, des fois, c'est pas optimisé. Mais là, on va faire, quand c'est pas optimisé, on va faire deux méthodes. On va y aller avec les revenus contractuels, parce que c'est ça que la banque aime voir. Puis on va faire souvent une méthode économique, de valeur potentielle, avec les revenus normalisés. Donc là, ça va donner deux valeurs. On le fait aussi simplement en disant, bon, ben, le loyer, c'est 800 $ par mois pour ce logement-là, mais ça devrait être 1600. Des fois, on le fait de cette façon-là aussi, mais c'est à nous d'analyser toujours, voici les loyers, est-ce que ça fait du sens en fonction du marché? Si oui, on le dit, sinon, on le dit aussi, puis on dit qu'est-ce que ça devrait être le loyer, et on peut calculer la valeur avec ce loyer-là, qui est un loyer qui est plus au marché. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit twist de faire vraiment séparer le résidentiel et le commercial, je pense que c'est la meilleure façon de le faire, parce que quand on mélange tout ensemble, je pense qu'on n'a pas la bonne vision de la valeur. Oui, je comprends. En fait, avec ton explication, j'ai deux autres curiosités. Premièrement, tu as mentionné prorata. Donc, comment est-ce que vous, comme évaluateur, vous n'avez pas toujours accès ou vous n'allez pas toujours remesurer, tu sais, comme un apporteur géomètre qui va le faire, les vraies superficies pour partie commerciale, pour la partie résidentielle? Est-ce que vous vous fiez au rôle? Parce que souvent, au rôle, il y a déjà un prorata non résidentiel. Exactement. En fonction de la classe, on va regarder ça, puis on va comparer aussi avec notre calcul de superficie. Généralement, ça va bien parce qu'on a un rez-de-chaussée commercial puis on a les étages résidentiels. Donc, avec le certificat de localisation, quand on a un bel immeuble rectangulaire, ça va quand même bien de faire notre calcul, nous, du prorata résidentiel commercial. Mais le prorata résidentiel commercial au revenu, il n'est pas en fonction de la superficie, il est en fonction des revenus, en fait. C'est le pourcentage de revenus qui va déterminer le TGA résidentiel. Donc, par exemple, dans notre exemple, si les loyers résidentiels sont sous le marché et que le commercial est au-dessus du marché, ben là, c'est certain que ça peut donner une différence au niveau de la valeur. Ça va venir donner un prorata commercial un peu plus fort si les loyers résidentiels sont très très bas, par exemple. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai déjà vécu justement une transaction où est-ce que c'est un triplex. Donc, normalement, le rez-de-chaussée commercial, il y a la même superficie que le deuxième étage et le troisième étage qui étaient les logements. Et pourtant, l'unité commerciale comptait pour 85%. Exact. Au compte de taxes. Alors, c'est assez prononcé. Effectivement. C'est sûr, nous, ça nous permet de balancer des fois parce que ça va pas nécessairement... Les taxes, nous, on va prendre les dépenses qui sont au rôle d'évaluation, donc la taxe qui est de la ville. Donc là, en fonction de leur calcul à eux, des fois, la taxe commerciale va être quand même, en fait, c'est toujours plus élevé parce que le taux de taxation il est plus élevé au niveau commercial. Mais on va venir le balancer, nous, parce qu'on va mettre un cap rate, un TGA sur le résidentiel tel quel, avec sa proportion, sur le commercial tel quel, avec sa proportion. Et comme j'ai dit tantôt, on peut aussi normaliser en fonction du marché. Donc, ce serait quoi un loyer qui est au marché? Donc, souvent, selon moi, qu'est-ce qui est le mieux, c'est d'avoir comme les deux valeurs. On espère que les loyers soient au marché, mais c'est rarement le cas, dépendamment de la gestion du propriétaire actuel. D'accord. Ce que j'aime beaucoup lire dans les rapports d'évaluation, outre les 3 méthodes de prix, de comparaison, etc., c'est que j'aime beaucoup voir, en fait, la valeur locative. Oui, parce que c'est pas mal ça qui va déterminer le prix marchand d'une propriété, surtout pour un investisseur. N'est-ce pas? Des fois, il y a un désavantage financier à calculer. Là, on le fait parfois quand c'est nécessaire. Par exemple,
quand il y a possibilité d'optimisation rapidement d'une valeur de la propriété, c'est sûr que le vendeur, normalement, il sait aussi. Il a été bien épaulé par son courtier, puis bon, on peut l'afficher tel prix parce qu'il y a une possibilité d'optimisation des revenus. Puis ça, c'est normal que l'acheteur paye pour ça. Parce qu'il y en a qui vont faire des offres en fonction du loyer contractuel tel quel, qui est très très bas, mais personne ne va vendre sa propriété à perte juste parce qu'il l'avait mal géré, par exemple, dans les dernières années. Là, il y a un juste milieu, il y a un travail à faire des deux parties. Le vendeur, il a fait ce qu'il pouvait avec sa gestion d'immeuble. L'acheteur reprend, puis là, il va mettre l'énergie nécessaire pour venir combler le manque, là, mais on peut pas juste acheter la valeur du revenu en bas du marché. Non, non, c'est ça. Ou de l'autre sens, non plus. Exact, optimisé à 100%. Donc, oui, nous, on fait toujours une étude locative complète là, dans nos rapports parce qu'on veut savoir nous aussi là, combien ça vaut ce loyer-là ou ce local commercial-là. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, sur ce chemin professionnel? C'est une question intéressante. En fait, moi, je viens d'une famille que mon beau-père, le mari de ma mère, en fait, là, il est entrepreneur en construction, donc maçonnerie plus spécifiquement. Ma mère, avant, elle était courtière immobilière. Donc, elle m'avait dit, je suis en train de finir mon bac en marketing. Puis, elle m'a dit, je ne savais pas quoi faire, en fait, je ne savais pas dans quelle compagnie aller travailler. Puis elle m'a dit, moi, je vois des fois des évaluateurs, ils viennent dans les maisons que je vends, ils prennent quelques photos, c'est pas long, après ça, ils s'en vont. C'est pas long! Le lendemain, exactement. Elle dit, ça a l'air facile, tu veux aller C'est pas la réalité, je pense! Exactement, c'est pas facile, je le dis à tout le monde. Non, je le sais, je le sais. C'est ça, donc c'est pas facile, mais ça m'a donné l'intérêt quand même d'aller faire mon certificat à Québec, gestion urbaine immobilière. Puis après ça, je me suis trouvé un stage en évaluation. C'est Nicolas qui m'avait embauché dans l'autre firme où est-ce qu'on était. Puis je lui avais dit, moi j'aimerais ça, faire mon stage. Puis après ça, je me partirais comme évaluateur une compagnie. Puis en 2017, il m'a dit, Guillaume, mais on pourrait partir une compagnie ensemble. Et en 2018, finalement, on a fondé Caprea avec 3 autres actionnaires. Donc, au début, en 2018, il y a 7 ans, on était 10 personnes, donc 5 associés. Puis là, c'est Caprea aujourd'hui avec une trentaine de personnes. Félicitations. Merci, merci. Une belle aventure. Fait que pour répondre à la première question, c'est ma mère qui m'a poussé à aller en évaluation. Puis je suis vraiment content. Je la remercie encore aujourd'hui. Très cute. Nous, en fait, comme n'importe quelle entreprise qui veut bien fonctionner, l'important, c'est le service à la clientèle. Donc ça, il ne faut jamais quitter ça, peu importe la vision qu'on a. Mais en fait, côté développement, on veut continuer à croître, on veut avoir plus de clients, on veut être dans plus de listes d'institutions financières pour être accrédité. Vraiment, puis nous, on veut optimiser. En fait, donc on a aussi un logiciel de gestion de la relation client qui est connecté à notre base de données. Donc, on essaie d'optimiser vraiment notre travail pour être le plus efficace possible pour pouvoir justement prendre plus de volume sans nécessairement embaucher et avoir 200 employés. Donc vraiment plus de l'optimisation pour pouvoir continuer à croître, prendre des parts de marché dans le Québec. Là. Ben, en tout cas, moi j'ai eu l'agréable expérience de souvent croiser les gens de ton équipe. Ça se passe bien normalement? Oui. Génial. Le service, c'est ça qui est le plus important. Répondre au téléphone, rappeler, répondre au courriel, c'est la clé pour que tout fonctionne. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est pas, ça doit pas être un secret, ça doit être un base pour tous les professionnels qui fournissent un service, n'est-ce pas? D'accord. C'est tout ce qu'on a, c'est le service qu'on offre. Donc, c'est ça. Exact. Donc, les banquiers, ils m'ont dit, hey, tu es notre dictionnaire. Parce que lorsqu'on est avec un client, puis le client a une question sur l'immobilier, on t'appelle, tu réponds au téléphone, genre, les courtiers ne répondent pas. C'est ça, c'est exactement ce que je disais, c'est comme, on dirait que les gens des fois ils ont peur du téléphone un petit peu, mais ça part de là, ça part d'une bonne conversation avec un futur client. Déjà il sent qu'il est pris en charge quand on répond, puis le service c'est la base, puis si le service est là, après ça va bien. C'est vrai. Exact. Quand on est super occupé, il faut quand même répondre. Parce que sinon, on n'a pas d'appel quand personne n'est occupé. Tellement vrai. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Pour ce bel entretien. Merci pour l'invitation. C'était bien, c'était le fun. J'ai bien aimé ça.